Lors d'une journée nationale destinée à célébrer la liberté, le président nigérian Bola Ahmed Tinubu s'est tenu devant les législateurs et a ri. Pas seulement de Peter Obi, mais des millions de personnes qui survivent à peine sous des politiques écrasantes. Partout en Afrique, les têtes se sont tournées. Mais un seul dirigeant a fait un geste silencieux qui a stupéfié le continent. Ibrahim Traoré, craint par l'Occident, admiré par la rue, a décroché le téléphone. Ce qu'il a dit à Obi cette nuit-là n'était pas seulement un message de solidarité. C'était une étincelle, une alliance secrète, une ligne franchie. Mais est-ce le réveil de l'Afrique, ou le début d'une guerre plus profonde? 12 juin 2025. Journée de la démocratie. L'atmosphère à l'Assemblée nationale du Nigeria était animée par la cérémonie et les égaux. Les appareils photo ont crépité, les délégués ont hoché la tête, et les équipes de presse du monde entier ont filmé. Puis, le président Tinubu est monté sur le podium, s'est penché vers le micro et a souri. J'ai regardé Peter Obi parler plus tôt, a-t-il commencé, marquant une pause dramatique. Une performance passionnée. Mais avant de parler de reconstruction nationale, essayez peut-être de remettre votre propre parti sur pied. Le parti travailliste est un cirque en perdition. Des rires ont résonné dans la salle. Tinubu leva la main comme pour offrir une bénédiction, mais la phrase suivante fut sèche. Dis à Obi que je ne l'aiderai pas à balayer son propre sol, sourit-il. C'est le concierge de la confusion, qui nettoie sans balai. Cette fois, la chambre éclata de rire. Les législateurs ont applaudi. La première dame souriait. Mais en dehors des murs d'Aeso Rock, dans la poussière de Makoko, les plaines inondables d'Onitsha, les usines d'Aba, personne ne riait. Le discours fut diffusé en direct dans les parcs automobiles, au coin des rues, dans des maisons alimentées par les vapeurs de diesel et la prière. Les Nigérians ont regardé en silence. Beaucoup connaissaient la faim non pas comme un concept, mais comme un dîner. Et l'homme censé changer leur sort se moquait de celui qui parlait en leur nom. Les derniers mots de Tinubu furent profondément blessants. C'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir de voir le parti travailliste en désarroi. Plaisir. Le mot résonna. Et quelque part, Peter Obi écrivait déjà sa réponse. Tinubu se pencha en avant, agrippant le podium comme un prophète. Quel genre de mouvement n'a pas de structure, pas de direction, pas de colonne vertébrale, demanda-t-il. Puis, sans attendre de réponse. Le parti travailliste n'est pas une force politique. C'est un groupe WhatsApp avec des micros. La salle vibra de rire gêné. Il éleva encore la voix. Vous devriez me remercier. Oui, merci. Je vous ai donné un coupable. Vous avez crié à l'inflation, au prix du carburant, au taux du dollar. Accusé Tinubu. Sans moi, que dirait Peter Obi? Il frappa le pupitre, une fois, deux fois, puis rit. Quel bonheur d'assister au chaos quand il n'est pas le vôtre. Les applaudissements revinrent, plus forts cette fois. Les riches souriaient derrière leurs lunettes dorées. Les membres du cabinet hochaient la tête, échangeant des regards entendus. La performance était audacieuse, calculée, cruelle. Mais dehors, Lagos restait engorgé, l'île et le continent coincés entre les klaxons d'Ebuté-Metta, l'agitation de Yaba, les marchés de Baloga. Le silence n'était pas de la confusion. C'était une insulte. Les gens n'étaient pas amusés. Ils étaient meurtris. Ce n'était pas seulement une moquerie d'Obi, c'était une moquerie du peuple. De ceux qui avaient voté pour le changement. Des jeunes qui avaient manifesté. Des veuves nourrissant des familles avec un espoir emprunté. À Alaba, un vendeur a éteint sa radio. À Enugu, un enseignant murmura. Ce n'est pas la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus. Et à Onitsha, seul devant son écran, Peter Obi serra les dents. Non pas de colère, mais de détermination. De l'autre côté de la frontière, à Ouagadougou, un jeune président africain interrompit un point de presse, se tourna vers la télévision et dit. Rejouez ça. L'écho des moqueries avait traversé les nations. Quelque chose s'était allumé. En fin d'après-midi, sous le soleil brûlant de la place Tafawa Balewa, la foule était plus dense, plus agitée, en alerte. Lorsque Peter Obi monta sur scène, il n'y avait ni banderole, ni troupe de danseurs, ni fanfare. Juste un homme et un micro. Il ne sourit pas. Il ne salua pas avec des slogans. Il alla droit au but. Cette démocratie, commença-t-il d'une voix ferme, n'est pas une plaisanterie. Un silence retomba. Même les impatients écoutèrent. Le prix du riz n'est pas une affaire de parti. Ce n'est pas une question de travail ou d'APC. Lorsqu'une mère à Kano n'a pas de quoi nourrir ses enfants, est-ce de la politique ou de la souffrance? Il marchait lentement. Sa voix s'éleva. Quand de jeunes diplômés à Port Harcourt supplient pour conduire des cakes pour survivre. Quand des familles d'Oigreco cuisinent à la bougie faute d'électricité. Ce n'est pas du désordre. C'est un échec. Et celui qui tient le couteau ose rire. La foule rugit. Obi continua, le regard perçant. Aujourd'hui,
J'ai été moqué par l'homme qui prétend nous diriger. Il dit que notre parti est en désordre. Mais laissez-moi vous dire que le Nigeria ne souffre pas parce que le parti travailliste manque de structure. Le Nigeria souffre parce que ses dirigeants manquent de conscience. Les flashs crépitèrent. Ces mots furent diffusés en direct sur des millions d'écrans. Il marqua une pause. Le silence s'étira, tendu comme un roulement de tambour. Si parler au nom des pauvres fait de moi un clown, alors je porterai fièrement cette étiquette. Mais le vrai cirque, ajouta-t-il en pointant vers le nord, est assis dans l'applaudissement, tandis que les gens meurent de faim. De la foule, un chant surgit. D'abord bas, puis montant, vibrant. Obi, Obi, Obi. Et quelque part, au Sahel, un président soldat écoutait chaque mot, puis murmura. C'est la voix d'un homme pas encore brisé. Peter Obi serra plus fort le micro, sa voix tranchant la chaleur de Lagos comme une lame dans le brouillard. Son visage, illuminé par le soleil couchant, ne reflétait aucune performance, seulement la douleur et quelque chose de plus féroce. Ils disent que notre mouvement est chaotique, déclara-t-il, les yeux scrutant la marée de visages. Mais comment appelle-t-on des politiques qui enrichissent quelques-uns pendant que des millions mendient? Ce n'est pas de la gouvernance. C'est du sabotage économique. Un murmure parcourut la foule. L'approbation se mêlait à la fureur. Je ne suis pas ici pour opposer insulte et pouvoir. C'est facile. C'est puéril. Je suis ici pour poser une question. Pourquoi, dans la capitale pétrolière de l'Afrique, faisons-nous la queue pour du carburant comme des réfugiés? Pourquoi les diplômés quémandent-ils des données pour soumettre leur CV? Pourquoi un sac de riz coûte-t-il plus cher qu'un mois de salaire? Il s'avança, la voix portée par la colère lucide. Cette pauvreté n'est pas accidentelle. Elle est orchestrée. Façonnée par ceux qui profitent de la confusion et conservent leur trône par la propagande. Il regarda au-delà de la foule, comme s'il s'adressait à Abuja elle-même. Vous vous moquez de nous parce que nous manquons de structure? Mais notre structure, elle se trouve dans les marchés d'Aba, les rues de Kano, les salles de classe de Jos. C'est la résilience de ceux qui construisent sans électricité, qui apprennent sans livres, qui espèrent sans aide. Des acclamations jaillirent. Si l'espoir est le désordre, alors désorganisons chaque recoin de l'injustice. Si la vérité est le chaos, alors que le chaos soit notre hymne jusqu'à ce que la justice règne. Quelque part, au fin fond d'Aes au Rock, une main hésita au-dessus du bouton de coupure de l'émission. Mais il était trop tard. À travers le Nigeria, quelque chose bougea. Ce n'était pas seulement des applaudissements. C'était plus que de la résistance. C'était de la conviction. Et loin à l'ouest, dans une capitale durcie par le sable, Ibrahim Traoré se rassit dans son fauteuil, ferma les yeux et murmura. L'Afrique vient de trouver sa voie. Il était minuit à Abuja. La ville, à moitié éclairée et nerveuse, bourdonnait de tensions post-démocratiques. Quelque part dans une modeste résidence à la périphérie, Peter Obi était assis seul. Sa veste était enlevée. Sa cravate, desserrée. Le poids de la journée pesait sur ses épaules comme du béton. Puis son téléphone sonna. Une ligne cryptée. Un code étranger. Il hésita. Bonjour? Une pause. Puis une voix calme et résolue. Pierre. Ici Ibrahim Traoré. Obi s'assit, incertain d'avoir bien entendu. J'ai écouté ton discours, dit Traoré, sa voix douce mais tranchante, comme un tonnerre lointain. J'ai ressenti chaque mot. Un silence. Profond. Chargé de sens. Je vois ce qu'ils font à des hommes comme toi. Ils vous isolent. Vous ridiculisent. Vous brisent en public pour faire taire les peuples en privé. Ne cède pas. Obi expira lentement. Le genre de souffle qu'on pousse seulement quand on réalise qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas seul, confirma Traoré. Ce à quoi tu fais face au Nigeria, nous l'avons vécu au Burkina Faso. Mêmes ombres. Mêmes mains. Une longue pause. Aucune explication nécessaire. Merci, murmura enfin Obi. Ils se moquent de la faim comme si c'était de la politique, ajouta-t-il. Ils se moquent de ce qu'ils craignent, répondit Traoré. Et maintenant, ils craignent que tes mots deviennent des actes. Dans les villes tranquilles de Ouagadougou et d'Abuja, cet appel de minuit rapprocha bien plus que deux dirigeants. Il forgea quelque chose de tacite, un pacte. Non pas d'alliance, mais de but. Lorsque l'appel se termina, Peter Obi regarda à travers la fenêtre dans l'obscurité. Quelque part au-delà du verre, l'Afrique était en train de changer. Dans ce silence, une fraternité était née. Non pas entre nations, mais entre hommes qui refusent de s'incliner. La salle de guerre de Ouagadougou n'avait rien d'un décor d'apparat. Pas de chaises en velours. Pas de bois poli. Juste des murs en béton brut, des cartes de l'Afrique de l'Ouest accrochées avec des punaises, et un projecteur bourdonnant qui projetait des ombres sur les visages comme des fantômes. Le président Ibrahim Traoré se tenait au centre, la voix basse mais déterminée. L'insulte faite à Obi est une insulte à tout Africain qui ose rêver d'autonomie.
Autour de lui, ses ministres les plus proches. Intérieur, renseignement, affaires étrangères, économie. Des hommes et des femmes qui savaient que cela ne concernait plus seulement le Nigeria. Il s'agissait du message, de l'arrogance, du rire d'Abuja, qui avait traversé le continent comme une gifle. Ils veulent l'humilier, dit Traoré. Faire passer l'espoir pour de la faiblesse. Mais ils oublient, ce n'est jamais le faible qui ébranle les nations. Un dossier glissa sur la table. À l'intérieur, un message intercepté du consulat de France à Cotonou. Une image satellite de drones repositionnés au-dessus du nord du Bénin. Rapports européens évoquant des rumeurs de sentiments anti-occidental. L'Occident observait, et surtout, s'inquiétait. La salle resta silencieuse. Puis un ministre brisa le calme. Et si, on transformait leur peur en fondation? Traoré hocha la tête. Continue. Le ministre reprit. Nous entamons un dialogue économique discret avec les gouverneurs du sud-est nigérian. Accès au port. Route commerciale. Pipeline agricole commun. Contournement du centre. Construction depuis les marges. C'était audacieux. Dangereux. Et peut-être, révolutionnaire. Fais-le, dit Traoré. Passez vos appels en toute discrétion. Sans papier. Sans trace. À la fin de la réunion, il se tenait seul devant la carte. Ses yeux fixaient Enugu, Aba, et Sokoto. Il traça un doigt de là jusqu'à Fadangourma et Gorongorom. Nous n'avons pas besoin de leur permission, murmura-t-il. Nous avons juste besoin de courage. Et dehors, sous les étoiles de Ouagadougou, un nouveau type d'alliance était né. Un dessin non pas à l'encre, mais au feu. À l'intérieur de l'ambassade de France à Accra, l'atmosphère avait changé. Le bavardage habituel des diplomates sirotant du vin et citant des rapports s'était alourdi d'une tension froide. La salle des renseignements brillait d'une lumière rougeoyante. Câbles urgents, bavardage crypté, un nom revenait en boucle, dans plusieurs langues. Traoré. Traoré passe des appels, murmura un analyste, les yeux rivés sur l'écran. Et pas seulement pour ECOWA. Il y a un contact avec Peter Obi. Ligne privée. Source intraçable. L'ambassadeur entra. Cravate desserrée. Visage pâle. Est-ce vérifié? Oui, monsieur. Source signalée par la DGSE hier soir. Et il y a plus? Mouvement à Enugu, personnel diplomatique burkinabé repéré à Oyigbo. Réunion discrète, permis agricole en hausse. Son alignement économique est déguisé en commerce régional. À un autre étage, un rapport de l'Union européenne fuité était ouvert sur le bureau d'un diplomate allemand. Une phrase y était soulignée à l'encre rouge. Si Obi et Traoré s'alignent, nous perdons le contrôle de 2 corridors stratégiques. Le golfe de Guinée et la ceinture sahélienne. À Paris, une conférence téléphonique débuta dans l'urgence. Voix française, britannique, américaine. Il ne s'agit plus seulement de l'ego de Tinubu, dit un haut fonctionnaire. Il s'agit d'un nouveau bloc qui se forme, hors de notre emprise. Mais la conférence fut interrompue par une retransmission en direct du Nigeria. Des étudiants de l'université de Nsukka scandaient le nom de Traoré. Et au Burkina Faso, une fresque murale peinte dans un quartier populaire montrait Obi et Traoré, côte à côte, sous les mots. La souveraineté n'est pas une trahison. Ils construisent quelque chose, murmura un diplomate. Et ils utilisent l'espoir comme ciment. À Washington, le département d'État qualifiait le phénomène de contagion nationaliste croissante. À Bruxelles, on parlait de populisme afrocentriste. Mais dans les rues de Ouagadougou et Onitsha, on lui donnait un autre nom. Liberté. Et l'Occident, pour une fois, hésitait. Intervenir ou laisser brûler? Dans les couloirs d'Oreda et Sorok, l'air se glaça. Non à cause de la climatisation, mais de la méfiance. Le cabinet de Tinubu, autrefois uni dans ses démonstrations publiques, commençait à pourrir de l'intérieur. La première fissure fut discrète, une note de la NSA, fuitée, révélant une surveillance interne. Non pas de terroristes, mais d'alliés politiques. Puis vinrent les chiffres. Un lanceur d'alerte au ministère des Finances dévoila des écarts budgétaires massifs. Des milliards détournés vers des comptes inconnus. Des fonds de défense volatilisés. Des achats d'armes non justifiés. La presse n'avait pas encore l'info, mais dans les cercles diplomatiques et militaires, les rumeurs se répandaient. Kashim Shettima, le vice-président, devenait agité. Moins présent en public. Plus d'heures à huis clos. Un soir, lors d'une réunion sécuritaire privée, il pria par le ministre de l'Intérieur. Et si, le centre ne tenait pas? Quelque part à Abuja, quelque chose de plus dangereux se préparait. Une poignée de gouverneurs du Sud-Est, restés silencieux pendant l'humiliation d'Obi, commencèrent à recevoir des visites discrètes. Des hommes sans titres officiels. Mais avec une influence indéniable. Ils transmettaient des messages de stratèges pro-Obi.
L'un d'eux était lié à un diplomate burkinabé. Aucun document ne fut signé. Mais des accords furent conclus. À la fin de la semaine, un membre subalterne du cabinet fut filmé, en conversation téléphonique avec un sénateur d'Anambra. Si Tinubu tombe, nous ne tomberons pas avec lui. Obi n'est pas l'ennemi. Il est l'avenir. À ASO Rock, Tinubu eut vent de la trahison. Des dossiers furent saisis. Des téléphones mis sur écoute. Mais la dérive avait déjà commencé à ronger le pouvoir. Il convoqua une réunion d'urgence. Seule la moitié de son cabinet se présenta. Et à travers la ville, un convoi discret s'échappa à la tombée de la nuit, direction Leh. Le centre du Nigeria tremblait. Et cette fois, les fissures ne venaient pas des rues. Elles venaient de l'intérieur. Le matin du 14 juin, toutes les grandes chaînes panafricaines interrompirent leur programme. Sans prévenir, juste un fondu. Une tribune. Ouagadougou. À gauche, le drapeau du Burkina Faso. À droite, une carte de l'Afrique. Et au centre, Ibrahim Traoré. Il ne souriait pas. Il n'avait pas de notes. Juste le calme de quelqu'un qui n'a rien à craindre, et tout à dire. La douleur du Nigeria est la douleur du Burkina Faso, commença-t-il. Quand la faim réduit au silence les enfants de Kono, elle résonne à Koudougou. Quand les jeunes de Lagos réclament leur dignité, leurs voix atteignent nos montagnes. Il marqua une pause, puis s'enfonça plus profondément. Nous ne resterons pas les bras croisés pendant que des voix courageuses sont moquées pour avoir dit la vérité. Nous ne sommes pas liés par les lignes tracées par les colonisateurs. Nous sommes liés par la lutte, par le feu, par notre devoir de nous lever ensemble. Le discours du président Ibrahim Traoré n'était pas protocolaire. Il n'avait pas demandé la permission. Ce n'était pas de l'ingérence. C'était de la solidarité. Que ceux qui se moquent des pauvres sachent que l'Afrique les regarde. Et certains d'entre nous ne rient plus. Le discours dura exactement 24 minutes. À la fin, la diffusion était déjà virale sur YouTube, Telegram, et même Instagram. 32 millions de vues en une seule journée. À Ibadan, les étudiants envahirent les rues en scandant « Traoré. Traoré ». À Nsuka, quelqu'un tagua son nom à côté de celui de Peter Obi sur le portail de l'université. À Bamako et Conakry, des motos arboraient le drapeau du Burkina Faso. Pendant ce temps, à Abuja, Bola Tinubu ordonna l'interdiction du discours sur toutes les stations fédérales. Mais le signal avait déjà percé le barrage. Ce que Traoré avait fait n'était pas seulement de la diplomatie. C'était de la défiance. Et à cet instant, des millions de jeunes Africains comprirent qu'il ne s'agissait plus seulement du Nigeria. Il s'agissait de tous. Le sommet n'a jamais été officiellement annoncé. Pas de cortège, pas de frénésie médiatique. Juste 2 avions atterrissant discrètement à Nam sous haute sécurité. L'un venait de Ouagadougou, l'autre d'Ala, redirigé discrètement vers Cotonou. Ibrahim Traoré et Peter Obi entrèrent dans une salle obscure, accompagnés seulement de 2 traducteurs et d'un envoyé régional. Pas de conseiller. Pas de diplomate. Ce qui s'est dit dans cette pièce reste inconnu. Mais les rumeurs vont bon train. Certains affirment que Traoré proposa un bloc économique parallèle, la ceinture oubliée de l'Afrique de l'Ouest, fondée sur le partage des ressources et l'innovation portée par la jeunesse. D'autres disent qu'Obi cherchait des conseils pour résister à une déstabilisation soutenue par l'étranger, sans déclencher de guerre. Une rumeur évoque même une formation militaire conjointe pour la défense régionale. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas de simples mots. 3 heures plus tard, ils ressortirent. Traoré avait l'air solennel, Obi, résolu. Une tribune fut prononcée, mais aucun discours officiel. Juste une phrase, dite par Peter Obi, répétée en français par Traoré. L'Afrique doit être gouvernée par ceux qui souffrent avec leur peuple, et non par ceux qui se moquent de sa douleur. Puis ils s'éloignèrent. Mais le continent resta. À Dakar, des étudiants accrochèrent leurs portraits comme des saints révolutionnaires dans leur dortoir. À Nairobi, des podcasts décortiquèrent chaque mot. À Johannesburg, une fresque murale les représenta dos tourné aux cartes coloniales, point levé. À Abuja, Tinubu convoqua une réunion d'urgence sécuritaire. À Paris et à Londres, les rapports des services de renseignement furent estampillés « urgent ». Et à Accra, un diplomate français lança un appel inattendu. Devons-nous négocier avec eux maintenant ? Malgré toute la clarté exprimée sur scène, une question restait en suspens. Était-ce le début d'une fraternité africaine ? Ou le premier acte d'un changement irréversible, peut-être dangereux pour l'ordre établi ? Si cette histoire vous a touché, cliquez sur « j'aime » et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits africains qui ne veulent pas que vous entendiez. Partagez cette vidéo pour réveiller quelqu'un d'autre. Et dites-moi de quel pays vous regardez. Je veux voir jusqu'où cet incendie se propage.